Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast sur la chaîne Le Droit Public en podcast. Je me présente Benjamin Ingelard, je suis avocat en droit public. J'exerce sur les barreaux de Paris, Lyon et Lille. Et avec notre équipe, nous développons maintenant depuis un an des podcasts en droit public sur différents domaines. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre si vous souhaitez avoir l'intégralité des podcasts que nous avons développés ces derniers mois sur les différentes thématiques en droit public. Alors pour ceux qui nous suivent, ou si vous êtes un nouvel auditeur, on a pu aborder différentes thématiques. Nous avons fait dans un premier temps des thématiques générales, comment faire un recours devant le tribunal administratif, que ce soit un recours indemnitaire ou un recours en excès de pouvoir. C'était le premier podcast. Également, tout ce qui est référé. Nous avons fait une thématique générale sur les différentes actions en matière de droit de la fonction publique, en droit de l'urbanisme, en contentieux des marchés publics et dernièrement sur les collectivités territoriales avec les droits des élus et de l'opposition. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui n'a pas encore été abordée et qui est également pratiquée par le cabinet dans le cadre de ses activités en droit public et contentieux public, c'est la notion de responsabilité de l'administration. La responsabilité de l'administration ici sera uniquement vue sous le prisme du droit des usagers. Le droit des usagers, qu'est-ce que c'est ? C'est une notion qui a fait les grands titres de la presse dernièrement, notamment avec le scandale Orpea, et nous allons voir ici, surtout, essentiellement, nous concentrer sur les droits des usagers à précisément parler. Savoir déjà qu'est-ce qu'un usager, pourquoi et comment le droit des usagers se décline-t-il, les conditions de sa mise en application, l'accès à l'information, le consentement, le droit d'exprimer son approbation aux soins, et également le libre choix de l'accès aux soins, avec les qualités de la prestation, les respects de la personne et de la vie privée, et enfin les différents recours envisageables en matière de droit des usagers. Voilà pour cette petite introduction. Pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on entend par usager ? Eh bien, c'est une personne qui est soignée dans un centre hospitalier ou un institut socio-médical, pour qui, on le sait, la préoccupation principale est généralement de vite se rétablir pour quitter cet endroit de soins. Ce besoin de guérison rapide occulte bien souvent la vie aux malades de ce que ces instituts hospitaliers peuvent faire ou ne pas faire. Les patients peuvent se retrouver à subir parfois des traitements dans des conditions inappropriées et sans connaître en réalité les détails qui sont liés à l'acte médical. En effet, 7 Français sur 10 ne connaissent pas leurs privilèges en tant que malades, accueillis dans un centre médical ou d'institut socio-médical. Ici, nous allons vous expliquer, je vais vous expliquer, tout ce que vous devez savoir sur le privilège juridique des malades et le droit des usagers et de leurs familles. Alors le droit des usagers, pourquoi et comment ? Pour comprendre cet ensemble de lois, de droits des usagers dans sa totalité, il est d'abord nécessaire de connaître le but de sa création et l'esprit de cette loi. Pourquoi avoir mis en place une législation relative aux droits des usagers ? Eh bien, le droit des malades est constitué à partir d'un ensemble de textes législatifs, dont la loi du 2 janvier 2002 est la plus emblématique et la plus marquante. Cette loi rénove la totalité des services médicaux et du secteur médico-social en définissant des règles propres aux privilèges accordés aux malades. De plus, ces principes sont désormais placés au centre du parcours du traitement et d'accompagnement de chaque individu accueilli dans un institut de soins. C'est la première fois, c'est-à-dire qu'on place vraiment le patient, le malade, au cœur du parcours d'accompagnement. La protection des personnes et patients est renforcée et l'autonomie dans le choix des soins est promue. Le texte qui régit le droit des malades est axé sur 4 principaux éléments. En premier lieu, le renforcement du droit des usagers. En second lieu, l'agrandissement des missions de l'action sociale. En troisième lieu, une meilleure coordination et organisation des professionnels de santé et du social. Et en dernier lieu, la meilleure planification possible. Alors, quelles sont les conditions de mise en application du droit des usagers ? Vous avez plusieurs documents et outils qui sont obligatoires pour vous garantir, en tant qu'usager, en tant que patient, l'accès à ces éléments. Ces documents sont indispensables pour bien comprendre les conditions de mise en place des soins. Par exemple, le document le plus connu, entre guillemets, c'est le projet d'établissement ou de service, le livret d'accueil ou encore la charte des droits et libertés des patients. Vous avez également la possibilité d'obtenir le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement de l'endroit où vous vous faites soigner. Au cas où vous auriez des doutes sur ces documents ou des difficultés à vous les faire remettre, vous pouvez bien entendu solliciter un professionnel du droit ou écrire en recommandé pour avoir ces documents.
Vous avez aussi la possibilité en tant qu'usager de solliciter le médiateur ou le conciliateur de la République pour solliciter la mise en place de ces documents, voire pour solliciter et exiger que votre proche qui est soigné, ou vous-même si vous êtes patient, exigez que les soins s'inscrivent dans le strict respect de ces documents d'établissement. C'est à chaque institution de soins de fournir à chaque plaignant, dès lors qu'il y a un conflit sur une structure hospitalière, ces documents. Parmi ces droits des usagers et les conditions de mise en application, vous avez, on en a parlé tout à l'heure brièvement, et on va y revenir point par point. Primo, le projet d'établissement. Secondo, le livret d'accueil et la charte des droits et libertés. Tertio, le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement. Alors le projet d'établissement et de service, qu'est-ce que c'est ? Le projet d'établissement service, c'est un document qui définit les objectifs de chaque structure de soins ou de chaque SMM, le service médico-social. Son adoption par les acteurs du domaine médical a pour but de garantir les meilleures conditions d'accès aux soins et modalités de service de soins. Il s'agit, entre autres, de prescrire la qualité des prestations de soins, les principes de structure, mais également l'organisation interne, de garantir une bonne coordination et collaboration des différents intervenants. Vous avez le livret d'accueil et la charte des droits et libertés. Ça, c'est le deuxième document important. Qu'est-ce qu'un livret d'accueil ? Ce document est d'une importance en réalité absolument capitale pour le patient, puisqu'il permet à tout malade, je dis bien tout malade, tout patient, de connaître avec exactitude la façon dont les thérapies seront mises à sa disposition dans son centre hospitalier. Cette charte est annexée au document principal qui est le livret d'accueil. La charte dont je parle, c'est la charte des droits et libertés. Elle aide à indiquer les devoirs de l'Institut concernant chaque individu accueilli. En fait, le livret d'accueil et la charte des droits et libertés va venir vous dire en réalité la manière dont les thérapies sont exécutées et aussi surtout quels sont vos droits et libertés pour subir ces thérapies. Ce document qui est obligatoire contient un certain nombre de droits du malade, dont ceux liés à la non-discrimination, l'information, la prise en charge et la protection, par exemple pratique religieuse ou autonomie. Donc tout ça, ça figure en réalité dans ce document qui est la charte des droits et libertés, le livret d'accueil. Troisième document important, c'est le contrat de séjour et de règlement de fonctionnement. Alors qu'est-ce qu'un contrat de séjour ? Le contrat de séjour va contenir en réalité des détails qui sont beaucoup plus personnel. Ça contient les détails relatifs aux services offerts aux malades et qui est accueilli. Ce document contient la liste des prestations sanitaires qui sont offertes à l'individu, leur nature et une estimation, j'ai dit une estimation du coût total des différentes interventions. Avec le contrat de séjour, toute personne, tout patient qui est en quête de guérison dans un institut médical va ainsi connaître précisément le coût du traitement qui lui sera donné lors de sa prise en charge. Mais c'est aussi la possibilité je ne veux dire pas la possibilité, mais l'obligation de créer une relation de confiance et de transparence entre l'établissement et le malade. Transparence de prix, transparence de coût, transparence de prise en charge. Ça, ce sont pour les documents. L'autre grand principe, c'est le principe de l'accès à l'information et le principe du consentement. On va voir dans un premier temps le principe du secret professionnel et le partage de l'information personnelle du patient, avant de voir le droit au patient d'exprimer son approbation, l'accès à la condition sanitaire et, je dis bien, au dossier médical du patient, ce qui pose souvent une difficulté. Beaucoup de patients ont souvent des difficultés à obtenir communication de leurs informations médicales. Le droit de décider du traitement de fin de vie et enfin le libre choix d'accès aux soins. Sur l'accès à l'information et le consentement. Alors tout d'abord, le secret professionnel. Secret professionnel parce que vous allez partager des informations personnelles. Toutes les données personnelles obtenues par les acteurs du secteur médical dans l'exercice de leur métier ne peuvent pas être divulguées. D'accord ? Le principe, c'est que toutes les informations médicales, c'est peut-être enfoncer les portes ouvertes, mais l'information médicale ne peut être divulguée. Cela s'applique, peu importe l'endroit où les traitements médicaux sont apportés. Et par ailleurs, le secret médical concerne autant les données obtenues sur le plan sanitaire que les données personnelles du malade. Attention à certaines applications, par exemple de prise de rendez-vous en ligne, notamment la plus connue, on ne peut pas transférer vos données personnelles. À partir du moment où vos données personnelles ont été recueillies dans le cadre d'une démarche médicale, on ne peut pas les communiquer à qui que ce soit. Alors, les données obtenues sur le plan sanitaire, ce sont les éléments pathologiques, diagnostics, examens médicaux, traitements. Pour les données personnelles,
c'est un rapport à la vie privée de l'usager, tel que sa profession, sa date de naissance, son patrimoine ou autre. Son adresse, par exemple. Ce secret médical est valable même avec les membres de votre famille, puisque les membres de famille ne peuvent en aucun cas solliciter ces demandes, et si un centre hospitalier communique à votre demande, enfin communique à votre insu des données médicales vous concernant, cela est interdit, c'est un délit. Hein, c'est un délit, c'est 15 000 € d'amende et 1 année d'emprisonnement. Alors, sur le partage des données d'information de santé, se pose la question du partage de données avec les professionnels de santé. Là, c'est quand même atténué, c'est normal, c'est pour un bon parcours de soins. Le partage des données avec les autres professionnels de santé hospitaliers est possible dès lors que c'est utile pour déterminer le meilleur moyen de vous prendre en charge. C'est aussi pour assurer la continuité de la thérapie et vous pouvez toutefois vous opposer à ce partage. Vous pouvez dire, moi je ne souhaite pas que mes données de santé soient transmises à d'autres professionnels de santé. Les données de santé qui sont échangées doivent également uniquement concerner les aspects les plus pertinents, ceux qui sont indispensables à la prise en charge. En d'autres termes, le partage des données de santé qui vous concernent avec d'autres professionnels de santé sont uniquement pour les données qui sont absolument nécessaires à la continuité de votre traitement. Il est également possible à un individu malade de contrôler l'accès à ses données médicales et personnelles grâce au dossier médical personnel. C'est le fameux DMP. C'est quoi le DMP ? Eh bien, c'est un service qui est destiné à tous et qui est gratuit. Il compile les données thérapeutiques et diagnostiques d'une personne dans un fichier numérique. Ce sont les professionnels du secteur médical qui viennent alimenter ces données. Alors, le DMP, les professionnels du secteur médical ne peuvent pas y accéder sans votre approbation. C'est une approbation qui est préalable. On a vu, ça, ce sont des dérogations contraintes d'atteinte au secret médical. Pour les dérogations dites classiques au secret professionnel médical, il existe en réalité 2 groupes de dérogations. C'est 2 possibilités. Primo, c'est on peut porter atteinte au secret médical pour ce qu'on appelle les dérogations obligatoires. C'est sur ordre de la loi. C'est notamment dopage, déclaration de naissance, de décès, lutte contre les épidémies ou les violences faites aux mineurs. La seconde catégorie de dérogation, ce sont des permissions, par exemple les aides sanitaires à la population. On a vu ici les atteintes au secret professionnel. Maintenant, on va voir le soin du patient et notamment la possibilité de donner son approbation aux différents soins, aux différentes thérapies. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est lorsque vous entendez ou non vous opposer, par exemple, à une thérapie. Donc, sur ce point, c'est la notion, le droit d'exprimer son approbation. Puisque avant toute intervention médicale, sur une personne accueillie dans un centre hospitalier, le personnel doit rechercher l'approbation libre et éclairée du patient. C'est une prérogative de tout malade en mesure d'exprimer sa volonté. Que vous soyez mineur ou majeur, protégé, il faut que vous puissiez donner votre approbation et que celle-ci ne soit pas effectuée sous la contrainte. Je prends un exemple caricatural, vous rentrez dans un hôpital pour un mal de tête, on ne va pas vous opérer du ventre sans votre consentement. Il faut qu'on vous sollicite, et voilà le diagnostic, voilà ce qu'on préconise, est-ce que vous êtes d'accord ? L'accord doit être renouvelé pour chacune des interventions et chacun des traitements. Ce qui veut dire que même si vous êtes malade, vous pouvez tout à fait refuser une thérapie. Par ailleurs, si vous n'êtes pas en capacité de donner votre accord, le médecin ne peut pas vous soigner sans l'approbation d'une personne de confiance ou l'un de vos proches, si vous n'êtes plus en capacité encore d'exprimer votre volonté. Sur la possibilité de donner sa volonté, vous en doutez, on va parler ici maintenant notamment du droit de décider du traitement de fin de vie. Notamment avec l'affaire Vincent Humbert, qui a eu beaucoup de rebondissements juridiques, puisque se pose l'épineuse question du traitement de fin de vie. Le droit de décider du traitement en fin de vie, cela implique des situations dans lesquelles le patient est malheureusement proche du décès. Il peut leur demander un arrêt ou une limitation des traitements, fournis uniquement pour le maintenir vivant. En général, ces traitements peuvent devenir inutiles et disproportionnés dans certaines situations. Le médecin est toujours tenu de veiller à la dignité de la personne soignée et à lui assurer des bonnes conditions de vie, et aussi et surtout de soulager ses souffrances. En cas d'incapacité d'exprimer votre volonté, le médecin peut décider d'interrompre les traitements. Il doit néanmoins toutefois toujours obtenir une procédure collégiale. Procédure collégiale, c'est-à-dire que plusieurs personnes doivent donner leur accord. Cette procédure collégiale, elle est constituée de personnel de santé, de la personne de confiance, de proches de l'individu, et au moins d'un médecin extérieur. C'est un médecin qui ne vous connaît pas, qui va connaître votre pathologie en étudiant votre cas de figure.
S'il est impossible de trouver un accord, ce qui arrive malheureusement plus souvent qu'on ne le pense, et que vous aviez laissé des directives anticipées, eh bien ce sont ces directives qui devront être considérées en priorité. Alors, pour vous faire aider à ce que vos droits soient respectés, il est extrêmement important de les formaliser. Par exemple, par un professionnel du droit ou autre qui peut formaliser et faire respecter votre droit des usagers. Si vous avez des proches qui avaient clairement exprimé leur choix et que ce choix n'est pas respecté, vous pouvez solliciter un professionnel du droit pour faire respecter ce droit de votre ami, de votre membre de famille auprès de l'établissement médical. On va passer à un tout autre sujet qui est le choix de la liberté d'accès aux soins. Donc ça, c'est vraiment autre chose. C'est sur la libéralité des soins. Le choix libre et l'accès aux soins signifie que les patients, les malades, les usagers des établissements de santé peuvent choisir librement leur médecin. Alors, le droit de choisir son médecin traitant, c'est la possibilité pour chacun de choisir son médecin traitant librement, selon plusieurs paramètres, tels que l'emplacement géographique, les préférences familiales ou la réputation. Bon, ça pose pas trop de difficultés, je ne vais pas y revenir, ça semble assez logique. Vous avez bien entendu aussi la possibilité de changer de médecin traitant sans information préalable. Vous n'avez pas à solliciter l'information de votre médecin traitant pour changer si celui-ci est indisponible ou s'il n'a pas de possibilité de vous recevoir rapidement. Vous avez également un libre accès aux traitements et aux soins selon votre situation. Quand vous êtes en situation de précarité, vous bénéficiez de la CMU, la couverture mutuelle universelle ou l'aide médicale d'État, l'AME. Les détenus ont également la possibilité de voir leurs soins pris en charge dans la même situation. On va voir également que chaque patient doit avoir accès à ce qu'on appelle un traitement de bonne facture. Ça veut dire que chaque prestation sanitaire doit être efficace par rapport au traitement subi. Un dernier point également qui est important, on va y revenir très succinctement parce qu'on s'écarte un peu du sujet, mais c'est la notion par exemple du don d'organes sur le respect de la vie privée. Le don d'organes, c'est fondé sur 3 principes fondamentaux. Un, c'est le consentement présumé, qui stipule que toute personne défunte désormais, c'était inversement avant, mais aujourd'hui c'est le principe, toute personne défunte peut être considérée comme donneur d'organes si elle n'a pas spécifié le contraire de son vivant. Le second principe, c'est la gratuité du don. Et enfin, dernier principe, c'est l'anonymat du don. Voilà un petit peu pour les différentes... Ça, ce sont les différents principes. Il existe plusieurs procédures pour faire valoir vos droits des usagers. Vous avez les procédures préalables, qui sont les procédures de conciliation. Vous pouvez présenter également des demandes au niveau du Conseil national de l'ordre des médecins. Vous avez possibilité d'écrire à l'ARS. Vous avez des procédures amiables avec des commissions de conciliation et d'indemnisation, notamment des accidents médicaux. Puis vous avez ensuite les procédures contentieuses. Donc, procédures contentieuses, c'est devant les juridictions civiles et ou administratives. Que vous soyez traité dans un institut médical privé ou public, ça varie. Voilà un petit peu pour ce débrief ou ce brief sur le droit des usagers que vous êtes, qu'on est tous ou qu'on sera tous un jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez bien entendu des difficultés à faire valoir vos droits en tant qu'usager des établissements de santé, n'hésitez pas à nous contacter en espérant que vous ayez apprécié ce podcast. Merci de votre écoute et à très bientôt.